C'est qu'on est dans une économie, comme disent les économistes, qui est à la frontière technologique. C'est-à-dire, on est à un point de l'histoire de notre développement économique où on n'a plus aucun pays plus avancé que nous qu'on peut imiter pour générer de la croissance. Pendant l'économie des 30 Glorieuses, c'est rien d'autre que la France et les autres pays européens imitent les États-Unis et rattrapent progressivement leur niveau de développement. Et ça génère les années de croissance que l'on sait. L'une des raisons de la faiblesse de notre croissance aujourd'hui, c'est qu'on est parvenu au terme de ce processus. On fait partie du club des pays les plus développés du monde, et donc on n'a plus personne vers qui se tourner pour chercher l'inspiration sur quoi faire et créer plus de croissance et créer plus d'emplois. Donc c'est un moment à la fois très inquiétant parce qu'on est sans prise et sans inspiration, mais c'est aussi un moment très stimulant parce que ce qui est important de réaliser à ce point-là, c'est que les ressources pour créer la croissance de demain et pour créer les emplois de demain, c'est nous qui les avons et on peut faire levier de savoir-faire, de compétences et d'une dynamique entrepreneuriale qui va générer l'innovation et les gains de productivité qui vont avec. Le problème, et ça vous l'avez dit Jean en introduction, c'est qu'on n'a pas le système de financement des entreprises qui est adapté à cette économie à la frontière technologique. On a des banques, on a en première ligne du financement des entreprises et notamment des PME, des banques qui ont été habituées au financement d'une économie de rattrapage. C'est-à-dire elles regardent si on fait la même chose ailleurs et si ça a l'air de marcher ailleurs, c'est-à-dire à l'étranger ou plus près sur le même marché ou dans le même secteur, eh bien elles financent, surtout quand il y a des actifs ou un fonds de commerce, des choses comme ça. L'une des raisons de l'obsolescence du système bancaire dans le financement des PME, c'est qu'on n'a plus nulle part vers qui se tourner, on n'a plus aucun endroit à regarder pour vérifier que oui, d'autres l'ont fait avant et donc c'est la bonne chose à faire. C'est ça une économie dont la croissance repose essentiellement sur l'innovation. Alors, la Californie s'est dotée d'un puissant outil pour contourner ce problème-là, c'est le capital risque. Des milliards et des milliards en gestion, une professionnalisation, mais qui date d'il y a très longtemps. Une chose que pas mal de gens ignorent, mais le capital risque a été professionnalisé aux États-Unis par un Français qui s'appelait Georges Doriot. À Boston, exactement. Pas en Californie, mais aux États-Unis. Mais il se trouve qu'effectivement, en plus, c'était un militaire. C'était un militaire, voilà, qui était parti aux États-Unis, s'engager dans l'armée américaine, et qui enseignait à Boston, à la Business School, de Harvard, qu'il a contribué à créer. Et il a adossé à son activité d'enseignement ce qui est considéré comme historiquement le premier investissement en capital risque qui a rapporté, en l'occurrence, 70 fois la mise, je crois, dans l'entreprise ici. À partir de là, tout le monde s'est dit, voilà, il se passe quelque chose, il y a un modèle économique, et tout ça a été structuré, développé, et notamment en Californie, dans le secteur technologique. Et ça a permis nourrir l'innovation, c'est-à-dire que ça a permis à des gens de quitter leurs grandes entreprises et de recréer leur entreprise à côté et de compenser le désavantage qu'ils avaient face aux grandes organisations existantes par la levée de sommes très importantes de capital, de montants très importants de capital, qui leur permettaient d'être compétitifs et d'aller contester les positions des entreprises existantes sur leur marché. Alors, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici, on n'a pas ici en France le même écosystème de capital risque américain et notamment californien qui permet de financer une économie à la frontière technologique. Heureusement, disons, même aux États-Unis, le capital risque atteint ses limites et on voit émerger le crowdfunding comme un relais de ça. Alors pourquoi? Parce que si on replace dans un contexte général, on est dans un mouvement où on réalise que grâce au numérique, grâce au fait que nous, individus, nous sommes de plus en plus équipés de terminaux à la puissance de calcul exponentielle et connectés, utilisant tous ensemble les mêmes applications, et donc nous détenons une puissance, une expertise, une intelligence qui surpasse, et de loin, la puissance des organisations. Et donc, progressivement, on le voit sur tous les marchés qui sont progressivement transformés par le numérique, la puissance de création de valeur, elle se déplace du savoir-faire des ingénieurs enfermés dans les entreprises vers la foule ou les individus. Henri Verdier et moi, dans un livre qu'on a écrit il y a 1 an, on appelle ça la multitude.
la puissance se déplace dans la multitude et la multitude prend le pouvoir. Et les entreprises qui sortent du lot dans cette économie-là, ce sont les entreprises qui parviennent à faire une alliance avec la multitude et à enrôler la multitude au service de leur chaîne dans leur chaîne de production. Google, Amazon, Facebook, Apple dominent l'économie numérique et demain toute l'économie parce que ce sont les entreprises qui ont réussi le mieux à faire alliance avec la multitude. Alors d'où le crowdfunding, c'est-à-dire on se dit si la multitude sait faire tout ça, optimiser le fonctionnement d'un moteur de recherche, optimiser le référencement, la politique de référencement d'Amazon et prévoir les pics de demande d'un e-commerçant, faire émerger tout cet écosystème d'applications sur nos iPhones et nos iPads. Si la multitude sait faire tout ça, elle a peut-être la réponse à la question que tout le monde se pose, c'est comment financer les entreprises qui s'amorcent dans une économie à la frontière technologique.